Voilà, c'est parti pour l'enregistrement. Super. Bon, bah, on va peut-être commencer. Est-ce que ça vous convient? Super. Donc, eh bien, nous avons cette session fort intéressante avec trois présentations qui, je trouve, reflètent bien la pluralité de ce monde de l'accompagnement. On a une première présentation donc, de Sophie Dessin. Vous venez de soutenir, enfin, non, vous avez soutenu votre thèse il n'y a pas très longtemps, en 2020, sur les conseillères à l'emploi chez Cap Emploi. Attendez, je retrouve le titre de votre thèse que j'avais noté. Voilà, sur le cas du service public de l'emploi pour les chômeurs en situation de handicap et la question de la modernisation de l'État. Vous êtes actuellement donc postdoctorante au Centre de l'étude de l'emploi et du travail. Votre communication va donc porter sur un dispositif finalement de l'État social, un dispositif typique, j'ai envie de dire, même s'il fait partie, comme vous le dites, des nouveaux métiers de l'intervention sociale. C'est vrai que dans le colloque, ça pourra peut-être une des questions tout à l'heure, mais on a finalement eu assez peu de métiers traditionnels, des métiers du social, et c'est intéressant voilà, de réfléchir aussi à la notion d'accompagnement par rapport à cette thématique. Ensuite, nous aurons donc une présentation d'Anne Jourdain. Donc Anne, on se connaît, donc je vais te tutoyer. Donc tu es maîtresse de conférences en sociologie à l'IRISO, à l'Université Paris-Dauphine. Tu as travaillé, tu as fait ta thèse sur les artisans d'art. Tu as publié aux éditions Belin ce travail où on a déjà un intérêt marqué pour l'analyse des reconversions professionnelles. Et puis, tu as poursuivi cette question avec l'étude des personnes qui travaillent sur les plateformes numériques, notamment la plateforme Etsy, comment le loisir peut devenir un travail marchand. Et tu poursuis donc en nous présentant aujourd'hui une recherche qui est en cours, donc sur les coachs spécialisés dans les transitions sur le marché du travail, dans les reconversions. Donc avec les coachs, on est sur une nouvelle activité, un dispositif qui ne relève pas de l'État social, mais qui est bien pourtant sur le marché de l'accompagnement professionnel et de l'orientation professionnelle. Et enfin, nous aurons donc une troisième intervention de Nicolas Simon-Poli. Vous êtes à l'Institut des sciences sociales politiques, enfin chercheur associé donc à ce laboratoire. Vous avez également soutenu votre thèse de doctorat en 2020, comme Sophie. La griffe cégétiste, une sociologie historique de la reconversion professionnelle des cadres syndicaux de la CGT à l'Université Paris-Nanterre. Et vous êtes actuellement ingénieur de recherche, coordinateur du projet de mise à jour Métron, si j'ai bien compris. Et donc, votre communication va porter eh bien, sur un dispositif qui finalement est encore plus éloigné, on va dire, de l'idéal type des dispositifs d'accompagnement de l'État social, mais donc un accompagnement interne à une institution, ici, donc cette centrale syndicale, et donc un accompagnement qui est vraiment, véritablement un dispositif d'accompagnement des transitions, là aussi, professionnelles, mais donc très éloigné de ces dispositifs de l'État social, tout en étant assez institutionnalisé. Mais on y reviendra très probablement par la suite dans les questions. Donc, je vais vous laisser la parole. Sophie, si j'ai bien suivi les instructions, c'est entre 10 et 12 minutes de présentation. Et voilà, j'inviterai en effet à poser des petites questions s'il y a besoin entre les présentations, des petites questions d'éclaircissement comme ça a été fait dans les sessions précédentes. Et puis après, vos présentations seront suivies d'une discussion par les... Là, pas si quelqu'un a pas enlevé son micro, voilà, c'est tout. J'enlève le mien. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous et merci pour cette opportunité de communication sur une partie de mes recherches. Alors pour ma part, j'ai adopté un angle spécifique d'analyse du rapport au travail des conseillères et conseillers à l'emploi en l'étudiant à l'aune d'éléments de trajectoire des professionnels et des questions de genre. Alors l'idée, entre autres, c'est d'éclairer le positionnement des conseillers par rapport à la logique gestionnaire qui touche leur métier, donc à savoir l'arrivée d'outils inspirés du secteur marchand, donc une pluralité d'indicateurs de performance et d'objectifs de résultats à atteindre, notamment en termes de placement en emploi,
auquel sont indexées une prime individuelle pour les conseillers et son pendant informatique de reporting de l'activité sur le logiciel. Alors, je prends appui en effet sur mon travail de thèse qui porte sur la recomposition de l'État dans le secteur associatif et qui prend pour objet Cap Emploi. Donc, on a entendu parler dans la séance précédente, donc le service public de l'emploi dédié aux personnes en situation de handicap, porté par le monde associatif et largement concerné par une dynamique gestionnaire, puisque les associations ont des contrats d'objectifs, une évaluation en continu par un dialogue de performance et ponctuellement par des cabinets d'audit, etc. Alors Thomas Young l'a très bien présenté. Je vais quand même apporter une précision par rapport à sa présentation à lui, c'est que moi, mon enquête, elle s'est déroulée avant que l'activité de maintien en emploi soit reprise par les Cap Emploi. Donc moi, je parle de conseillers qui font uniquement de l'accompagnement et du placement de demandeurs d'emploi en situation de handicap et qui ne font pas d'aménagement de poste. Alors, l'analyse que je présente aujourd'hui, elle repose sur une enquête approfondie auprès de 35 conseillères et conseillers répartis dans 3 structures enquêtées par ethnographie durant plusieurs mois. J'ai donc observé les pratiques quotidiennes de ces conseillers et puis après, je les ai interrogés lors d'entretiens qui portaient à la fois sur le travail et l'emploi et sur un grand versant biographique. Donc, en termes de socialisation familiale, scolaire, de genre, militante, religieuse, sur la trajectoire professionnelle, sur la situation conjugale et familiale, etc. Alors, pour résumer, le rapport au travail de ces conseillers et conseillères se modèle autour des 2 grandes dimensions de leur travail, qui est donc la dimension gestionnaire d'atteinte des objectifs et la dimension relationnelle d'accompagnement des chômeurs. Donc, il s'agit quand même d'accueillir, écouter, conseiller des chômeurs et qui plus est particulièrement défavorisés sur le marché du travail du fait de leur situation de handicap. J'ai distingué 3 profils types de conseillers selon leur rapport à ces 2 grandes dimensions, associés à des profils sociaux spécifiques. Et ce sont des profils que j'ai pu observer dans les 3 structures Cap Emploi enquêtées, malgré les différences territoriales et organisationnelles des structures. Alors, avant de rentrer dans les détails des 3 profils, précisons qu'on est face à un groupe professionnel qui sont globalement surdiplômés par rapport au poste. On a quand même sur les 35 conseillers, 20 conseillers qui ont un niveau de Bac plus 5 et 10 qui ont un niveau de Bac plus 3 ou 4. Pour les 2 tiers diplômés en psychologie et ou dans le domaine des ressources humaines, et composé aux 3/4 de femmes, ce qui est assez classique pour ce groupe professionnel. Le premier profil, ce sont les conseillers que j'ai appelés les conseillers humanistes. Alors, eux vont mettre au premier plan le fait de, je cite, travailler avec de l'humain, donc de se focaliser sur la dimension relationnelle du métier plutôt que sur les tâches gestionnaires. Au niveau des pratiques, les rendez-vous avec les chômeurs sont plutôt longs, peu structurés, valorisent la discussion libre et les récits de vie que les conseillers vivent comme un enrichissement personnel. Et pendant le rendez-vous, ils prennent des notes manuscrites et remettent à plus tard la retranscription informatique. Ces conseillers réalisent parfois pour les demandeurs d'emploi des tâches qui sont sans lien direct avec l'emploi. Par exemple, ça peut être écrire des lettres de soutien pour une demande de logement, etc. Voire certains accompagnent des usagers très éloignés de l'emploi qui sont censés être refusés d'après l'offre de service. La logique gestionnaire, elle est très critiquée par ces conseillers, voire combattue, parce qu'elle implique des pratiques contraires à leur éthique de travail, qui empiètent sur le travail relationnel et qui l'invisibilisent du fait que le travail relationnel soit peu quantifiable. En termes de profil social, alors je vais en parler au féminin, puisque les humanistes dans mon travail sont composés de 13 femmes et un homme. Ces femmes donc, sont majoritairement issues des classes populaires, ce sont les moins diplômées des conseillers. Certaines arrivent sur ce poste après un parcours scolaire un peu chaotique, au cours duquel le secteur social est apparu comme une solution accessible et pourvoyeuse de sens. D'autres arrivent après une première partie de carrière dans le secteur à but lucratif, donc par exemple dans le recrutement ou la communication, là aussi en quête de sens dans leur travail, mais dont la bifurcation s'enclenche à un moment assez précis et difficile de leur trajectoire personnelle, souvent précarisée par une rupture ou un divorce et en ayant obtenu la garde principale de leurs enfants. Alors pour ces femmes, le secteur social fonctionne un peu comme une valeur refuge, c'est-à-dire que c'est à la fois un filet de sécurité économique lorsqu'il y a peu d'autres options qui se dessinent, et aussi parce que ça valorise des compétences relationnelles qu'elles détiennent et dont elles sont fières.
Et ces dispositions relationnelles et altruistes, elles ont été intériorisées lors de séjours humanitaires, hein, pour beaucoup d'entre elles, de pratiques de scoutisme, et parfois plus rarement par une pratique religieuse assidue ou un militantisme d'extrême gauche. Le deuxième profil, donc, ce sont ceux que j'ai appelés les conseillers pragmatiques. Alors, à l'inverse, eux revendiquent une certaine neutralité lors de l'accompagnement des chômeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent un point d'honneur à conserver une distance émotionnelle en rendez-vous. Et ils critiquent chez les autres conseillers le fait, je cite, de travailler à l'affect, un peu comme une assistante sociale et pas comme un conseiller à l'emploi. Alors, les rendez-vous durent moins longtemps que pour les deux autres profils de conseillers. Ils posent des questions précises, prévues à l'avance, focalisées sur le retour à l'emploi et inspirées des catégories à remplir sur le logiciel qu'ils remplissent d'ailleurs immédiatement. Vis-à-vis des objectifs de résultat, alors ces conseillers ont d'abord un discours de distanciation, expliquant qu'ils ne s'investissent pas spécialement pour les atteindre. Pour autant, j'ai pu observer à plusieurs reprises qu'ils connaissent leurs chiffres, ils revendiquent leur bonne position dans le classement entre conseillers, etc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en réalité plutôt enthousiasmés par ce type de système incitatif à la performance, mais uniquement lorsqu'ils estiment que ça vaut le coup de jouer le jeu en termes de rétribution. Or, ici, dans ce type d'institution, atteindre les objectifs n'offre que peu de récompenses. Alors, il y a une prime, certes, mais qui compense souvent plutôt des bas salaires, et il y a peu de possibilités d'évolution de carrière. Ils sont donc ajustés, en théorie, à la dimension gestionnaire du poste, mais pas dans ce type de structure. Donc, j'ai choisi le terme pragmatique pour illustrer justement leur position générale, un peu de distanciation à l'égard du travail. Ils estiment bien faire leur travail dans les règles, mais ne pas s'investir outre mesure. En termes de profil social, je parlerai également donc de conseillères, puisque dans ce groupe, j'ai noté 7 femmes et un homme. Donc, ces conseillères, elles sont très diplômées, Bac+5 en majorité, et d'origine sociale moyenne supérieure. Elles revendiquent une forte valeur travail que l'on peut relier à la fierté qu'elles éprouvent vis-à-vis de leurs parents indépendants ou de leur père ayant connu une ascension professionnelle assez fulgurante. Et elles ont intériorisé des dispositions à la compétition, à la fois dans ce cadre familial, et qui ont par la suite été renforcées au cours de leur trajectoire scolaire, qui est souvent assez brillante. Elles se sont orientées en psychologie et en ressources humaines parce que quand même attirées en premier lieu par un métier qui a du sens, hein, avec un côté utilitaire, hein, là je les cite, mais elles se retrouvent néanmoins sur ce poste en situation de double déclassement, puisque vis-à-vis de leur diplôme d'une part et de la position sociale de leurs parents. Alors, on peut faire l'hypothèse que c'est ce qui les amène à mettre à distance les aspects du métier traditionnellement associés à un moindre besoin de qualification, hein, donc notamment le relationnel, et à mettre davantage en avant la technicité du métier ainsi que leurs performances chiffrées, même si, encore une fois, elles disent bien qu'elles ne courent pas après les placements, mais que ces derniers reflètent tout simplement la qualité de leur travail, et notamment d'intermédiation avec les entreprises. Enfin, le troisième et dernier profil, ce sont les conseillers et conseillères que j'ai appelés les joueurs et joueuses, qui forment une catégorie assez particulière au sens où ces conseillers valorisent à la fois un investissement relationnel poussé, c'est-à-dire qu'ils manifestent en rendez-vous des fortes capacités d'écoute et de soutien, ils consacrent un temps long au recueil de la parole de l'usager, etc. Et en même temps, ils ont une très forte appétence vis-à-vis de la logique gestionnaire, c'est-à-dire qu'ils investissent les objectifs sous l'angle du jeu et du défi personnel, qu'ils considèrent comme donc là je les cite, un booster qui va les challenger. Donc ils maîtrisent leurs performances chiffrées, qui souvent ils récitent par cœur et qui leur sert à mesurer leur propre évolution. Alors, ils parviennent notamment à concilier ces deux dimensions hein, d'entretien assez long avec les chômeurs et d'atteindre des objectifs par une pratique régulière de tri parmi leurs usagers, en vérifiant régulièrement leur démarche de recherche d'emploi et quitte à clôturer l'accompagnement s'ils estiment que leurs usagers s'y investissent pas assez. Alors, en termes de profil social, les joueurs et joueuses forment une catégorie mixte hein, avec 4 femmes et 5 hommes. Ils sont issus de classes populaires stabilisées ou des classes moyennes, ont aussi un père qui a connu une trajectoire ascendante et ont été encouragés avec une rhétorique de l'effort et de la méritocratie à s'investir dans le travail et dans les études. Donc, ils ont eu un parcours scolaire linéaire, souvent assez brillant et sélectif, jusqu'au Bac+5, et valorisent le jeu de la compétition scolaire et professionnelle.
Alors par contre, les parcours d'entrée pour cette catégorie-là dans cet emploi, ils divergent en fonction du sexe. Les hommes de cette catégorie sont tous arrivés directement ou quasiment sur ce poste après leurs études, qu'ils présentent comme un choix de hasard, un choix d'opportunité. Et leur investissement relationnel qui est assez poussé vis-à-vis des chômeurs s'explique par deux choses. L'intériorisation d'une vision positive des métiers relationnels et des métiers du care dans leur famille, notamment auprès de leur mère et de leurs sœurs qui exercent ce type de métiers et qui sont très présentes dans leur vie. Et ce qu'on peut appeler des dispositions justicières, c'est-à-dire une certaine revanche à prendre contre la honte sociale, donc là je les cite, qui a été ressentie par leurs parents de classe populaire et qui les incite à aider les moins dotés socialement. Les femmes, elles, souvent ont connu une première partie de carrière très prestigieuse sur des postes à grande responsabilité et à haut salaire, c'est-à-dire qu'elles étaient DRH ou responsables de structures de service à la personne ou qu'elles travaillaient dans des cabinets de conseil. Et elles bifurquent peu après la naissance du premier ou du deuxième enfant dans une optique de conciliation, que je mets entre guillemets, travail-famille, suivant un schéma traditionnel qui se fait au détriment de la carrière des femmes et au profit de celle de leurs conjoints. Alors les conseillères, elles assument ce choix, tout en mettant en avant que devenir conseillère leur a permis en fait d'assouvir une vocation de jeunesse vers les métiers du care qu'elles auraient inhibé face à leur parcours d'excellence scolaire et professionnelle. Et là aussi, on retrouve en fait des dispositions relationnelles altruistes acquises au cours d'une éducation de genre plutôt traditionnelle, puis avec des pratiques humanitaires ou en tant qu'aidante régulière pour une personne handicapée. Alors, en guise de conclusion rapide, voilà, j'aimerais dire que cette analyse des trajectoires, elle est surtout intéressante pour ce qu'elle permet d'éclairer, c'est-à-dire à la fois des pratiques différenciées d'accompagnement des chômeurs, avec les conseillers certains conseillers qui vont les aider sur des aspects plus sociaux, d'autres qui vont trier selon des logiques d'activation, etc. Et elle permet aussi d'éclairer les modalités d'ajustement ou de désajustement des conseillers face à la logique gestionnaire qui, on le sait, s'invite de plus en plus dans les structures d'accompagnement, notamment à l'aune du nouveau management public. Aussi, cette analyse des trajectoires, elle confirme les différences de rapport au travail relativement à des éléments de genre, donc en termes de disposition et aussi en lien étroit avec les modalités d'arrivée dans cet emploi. Et là, on retrouve ce dont parlait hier en conférence René Lévy, donc l'élément surdéterminant de l'articulation travail-famille dans les transitions professionnelles, donc ici pour une partie des femmes devenues conseillères. Voilà. Et dernière chose, la question de l'emploi a été un peu avancée là dans ce que j'ai raconté, mais elle me semble jouer vraiment un rôle important dans le rapport au travail, puisqu'on a de nombreux conseillers qui mettent en avant la perception de leur travail par rapport aux conditions d'emploi qui sont peu favorables, notamment dans ce secteur associatif où ils ne bénéficient ni de la sécurité de l'emploi de la fonction publique, ni des salaires plus avantageux des chargés de mission handicap dans le privé. Donc ça joue aussi là dans leur rapport au travail. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Y a-t-il des petites questions de clarification? Je n'en vois pas poindre à l'horizon. Alors, dans ces cas-là, on peut peut-être passer à la deuxième présentation. Si, il y a une petite question. Damien Brochet, vous voudriez prendre la parole? Oui. Est-ce que vous avez repéré là des évolutions, vous avez pu constater des évolutions entre des passages d'une catégorie à une autre, ou vous n'aviez pas de dimension diachronique là dans votre analyse? Non, là, pas spécialement de passage. Alors, quand les conseillers me racontent leur trajectoire, il y en a 2 ou 3 où j'ai pu plutôt imaginer qu'ils étaient, par exemple, plutôt humanistes au départ et qui ont été plutôt vers un versant pragmatique du métier. Mais ce n'est pas quelque chose qui est apparu très flagrant dans mon enquête. Non. Merci. Ok, super. Anne, on te donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque pour me donner donc l'opportunité de présenter une recherche encore toute fraîche, toute récente et en cours sur le développement du marché du coaching en reconversion professionnelle. Alors, comme c'est une recherche récente et mouvante, le titre a changé. Donc, je vais juste vous le mettre dans le
dans le chat si j'y arrive. Ah non, il n'a pas voulu. Si, voilà. Ah bah il est un peu gros. Voilà, donc il s'intitule désormais « Faire de l'accompagnement à un business, le marché du coaching en reconversion professionnelle », qui sera un propos un peu plus ajusté à ce que je vais vous présenter donc, maintenant. Alors, donc là, je vais commencer avec la pandémie de la Covid-19 et les confinements et couvre-feu associés qui ont donné une visibilité accrue à la question des reconversions professionnelles et par la même occasion aux coachs qui offrent des services payants d'accompagnement des reconversions professionnelles, essentiellement pour des cadres salariés très diplômés et professionnellement insatisfaits. Donc les coachs que j'étudie sont elles-mêmes et eux-mêmes d'anciens et d'anciennes cadres salariés reconvertis. Et les étiquettes qu'ils utilisent pour se définir ne sont pas tout à fait stabilisées. Certains parlent d'accompagnement en reconversion professionnelle, d'autres de transition professionnelle, d'autres encore de développement professionnel ou encore de job crafting, de job design, de coaching de carrière. Donc c'est assez vaste. Néanmoins, ce qui peut-être fait la spécificité de mon étude, c'est que ce coaching se focalise sur les carrières professionnelles des clients et clientes, ce qui permettrait en partie de les distinguer des coachs du coaching en entreprise étudié par Scarlett Salman, ou encore du coaching de vie, ou encore du coaching amoureux. Donc, pour l'instant, je m'appuie sur des entretiens que j'ai effectués en 2021, sur des observations du salon Nouvelle Vie Professionnelle qui se tient chaque année à Paris, et puis sur des observations de webinaires, de newsletters, de groupes Facebook, de chaînes YouTube, de fil LinkedIn, de coach. Donc, la problématique que j'aimerais développer dans cette présentation, elle part en fait de l'observation d'un hiatus entre la déontologie du coaching telle qu'elle est apprise en formation et le développement de l'entreprise de coaching comme business. En fait, il semblerait qu'alors même que les coachs valorisent l'entrepreneuriat, l'indépendance, la mise à leur propre compte, il semblerait qu'en fait, coaching et entrepreneuriat soient en fait deux activités antagonistes dans les faits. Et pour l'illustrer, je vais prendre les propos de Marion, que j'ai rencontrée récemment, qui a 33 ans, qui vit en banlieue parisienne et qui a ouvert son entreprise de coaching en 2016, qui s'exprime ainsi. Dans la tradition pure du coaching, quand on vous forme au coaching, on vous explique qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps le coaching va durer. Peut-être qu'en 2 séances, le problème est réglé et c'est super. Par contre, sur le compte en banque, c'est un problème. Et pour développer une activité pérenne, c'est compliqué. Voilà, donc pour faire du coaching une activité entrepreneuriale, les coachs doivent finalement prendre des distances avec ce qu'ils ont appris en formation et ce qu'ils et elles valorisent finalement comme une source de fierté professionnelle. Et par exemple, toutes celles et ceux que j'ai rencontrés vont proposer un nombre de séances fixes de coaching assorties d'un tarif, voilà, contrairement à ce que me présentait Marion en entretien. Donc, la mise en pratique du coaching dans un cadre entrepreneurial va exiger des compromis avec le coaching pur tel qu'il est présenté en formation. Et l'accompagnement proposé va dès lors se trouver façonné par de nécessaires concessions à la rentabilité, à l'économique. Donc, la problématique est la suivante: comment la forme du service offert, c'est-à-dire l'accompagnement des reconversions professionnelles, se trouve-t-elle transformée sous l'effet du cadrage entrepreneurial de l'activité? Alors, je vais passer sur beaucoup de choses, sur le travail marchand dans lequel ils doivent s'investir pour trouver de nouvelles clientes. Je vais passer sur la pluriactivité des coachs qui a beaucoup été analysée par Scarlett, ou encore sur la spécialisation sur des niches de marché comme stratégie entrepreneuriale prise en compte par beaucoup de coachs. Il y a des coachs qui se spécialisent sur les femmes, d'autres sur les seniors, par exemple. Et ce que je vais vous présenter ici à l'oral, c'est la manière dont ils adaptent les formes donc, du coaching à l'exigence de rentabilité économique en standardisant le sur-mesure. Donc, standardiser le sur-mesure, je reprends les propos d'une enquêtée. Donc, la standardisation du sur-mesure permet en fait, elle traduit l'idée d'une distance prise avec l'idéal de l'accompagnement sur mesure qui prend en compte les spécificités de chacun et chacune des coachés pour gagner en rentabilité.
Donc, je distingue 3 formes de standardisation du sur-mesure: le coaching collectif, les programmes d'auto-coaching en ligne et le coaching déguisé en bilan de compétences. Alors, je vais les développer un tout petit peu. Donc, d'abord, le coaching collectif. Alors, il y a une start-up qui s'appelle Switch Collective, que Ludivine connaît bien, qui s'est imposée sur le marché de la reconversion professionnelle ces dernières années et qui a imposé notamment cette forme de coaching, le coaching où on coach plusieurs personnes en même temps. Et ça relève vraiment de la standardisation du sur-mesure, dans la mesure où ça permet de fait une réduction du temps de travail pour les coachs, pour une réduction des coûts, puisqu'on peut accompagner davantage de clients en même temps et réaliser plus de chiffre d'affaires. Donc, il y a de nombreux coachs aujourd'hui qui proposent, des coachs indépendants et indépendantes, qui proposent des programmes de coaching collectif, parfois aussi assortis de coaching individuel. Alors, ces formes de coaching collectif, elles sont critiquées, notamment par celles et ceux qui ne les pratiquent pas, notamment parce qu'elles généreraient des formes d'enthousiasme et d'imitation aussi des autres coachés. On sauterait sur la première idée de métier venu sans que ce soit réellement une idée qui soit faite pour nous en tant que coachés. Deuxième forme, les programmes d'auto-coaching en ligne. Alors là, il y a une autre start-up qui s'appelle Chance, qui est qui se présente comme à la pointe de l'auto-coaching en ligne, de l'intelligence artificielle, ce qui lui permet de proposer des tarifs très attractifs sur le marché. Mais il y a aussi de nombreux coachs indépendants et indépendantes qui proposent aujourd'hui des programmes d'auto-coaching en ligne, ou qui envisagent de le faire et qui leur permettent, en fait, ça demande beaucoup de temps, d'investissement en temps au début, mais après, comme ils n'ont plus à être présents lorsque les coachés se connectent sur leur site internet et font eux-mêmes ou elles-mêmes leur auto-coaching, eh bien, ça leur permet ensuite de capitaliser le fruit de ce travail et de générer des revenus réguliers. Il y en a quelques-uns, quelques-unes, les pionniers, qui vivent bien de ça, mais généralement, ils apparaissent plutôt comme des modèles pour les nombreux et nombreuses nouveaux et nouvelles arrivantes sur le marché. Donc là aussi, les critiques sont nombreuses. Une enquêtée me parlait d'ersatz de coaching, qui poserait notamment le problème de la motivation individuelle du ou de la coachée pour se connecter à un programme en ligne. Enfin, troisième forme de standardisation du sur-mesure, ce serait le coaching déguisé en bilan de compétences. Alors, il existe une grande porosité entre le marché du coaching en reconversion professionnelle et le marché du bilan de compétences. Moi, ce que j'observe, c'est que de nombreux et nombreuses coachs proposent en fait des services de bilan de compétences, essentiellement parce que ce dernier est finançable par le CPF et qui leur permet donc de trouver de nouvelles clientes qui n'ont pas alors à financer leur accompagnement sur leurs fonds propres. Alors, généralement, ils présentent en fait, donc ils déguisent en fait leur coaching pour le faire financer par le CPF, et ils présentent dans leur communication un bilan de compétences dépoussiéré qui serait distinct du bilan de compétences classique jugé inefficace. Distinct parce que le bilan de compétences classique serait trop centré sur les tests de personnalité, oublierait les singularités du ou de la cliente, et les conseillers en bilan de compétences finalement orienteraient de manière trop directive vers un métier sans vérifier l'adéquation de ce métier avec les aspirations profondes du ou de la cliente. Donc, il propose un bilan de compétences dépoussiéré, nouvelle génération, qui se part des atours du coaching moins technique et plus humain que le bilan de compétences classique. Voilà, donc vous voyez que les formes d'accompagnement proposées par les coachs que j'étudie portent véritablement la trace des compromis qu'ils et elles doivent consentir entre, d'une part, les règles de l'art du coaching et, d'autre part, les exigences de rentabilité de leur entreprise. Alors, j'aimerais conclure sur un étonnement dans cette recherche qui débute, en fait. L'étonnement est le suivant. Dans mes grilles d'entretien, j'avais plein de questions sur la structure du marché du travail, sur les débouchés, sur les secteurs porteurs, etc., etc. Et toutes ces questions que j'ai amenées en entretien ont été rejetées comme de fausses questions par mes enquêtés. Et qui m'ont toutes et tous dit qu'en fait, ils ne connaissaient rien du tout au marché du travail, à part leur propre expérience, en quelque sorte.
Et finalement, cette méconnaissance du marché du travail, assez étonnante, enfin, pour moi en tout cas, eh bien, elle est revendiquée comme telle, puisqu'elle les conduit à proposer des accompagnements qui sont vraiment centrés sur l'individu et ses motivations. Donc, on retrouve aussi des choses qu'Aurélie Gonnet a mises en évidence à propos des conseillers en bilan de compétences. Donc finalement, voilà, le coaching est pensé comme une maïeutique de l'individu dont l'objectif est vraiment la révélation d'un soi authentique auquel serait notamment associé un métier, une vocation, un talent. On parle beaucoup de talent. Donc, je vais finir en citant Marion, que j'avais cité en introduction aussi. Souvent, les personnes qui ont fait des bilans me disent « j'ai fait un bilan, on m'a dit que j'étais fait pour être fleuriste ». Alors qu'aucune personne ne sort d'un coaching et ne dit « j'ai fait un coaching, on m'a dit que j'étais fait pour faire ça ». On va plutôt vous dire « j'ai été accompagnée et j'ai commencé à creuser tel sujet, tel domaine professionnel et aujourd'hui, je me sens plus confiant à l'idée d'aller dans ce domaine ». La personne est vraiment actrice de son changement. Alors, voilà, on retrouve ce qu'on a beaucoup vu dans les propos de Marion, cette fameuse rhétorique de la responsabilisation individuelle. Et ce qui est intéressant, je trouve, ici, c'est que cette rhétorique est véritablement instrumentalisée, faute notamment d'une connaissance du marché du travail, comme fonds de commerce par les coachs qui proposent d'accompagner les reconversions professionnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Anne. Y a-t-il là aussi des petites questions de clarification éventuellement, avant qu'on passe à la troisième présentation? Alors, je n'ai pas l'impression. Donc, Nicolas, si vous voulez bien, on va vous passer la parole pour votre présentation. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, avant de commencer, je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de ce colloque pour tout le travail qu'ils ont fourni et pour rendre possible cette rencontre malgré la situation sanitaire très compliquée. Alors, ma communication porte sur une question relativement simple, qui est comment une organisation ou une entreprise qui ne s'est jamais posé la question de la reconversion professionnelle de ses personnels élabore une politique d'accompagnement pour ses salariés qui la quittent. Alors, l'entreprise étudiée est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu particulière puisqu'il s'agit de la Confédération Générale du Travail, donc une organisation syndicale. À partir des années 70 et jusqu'aux années 2000, la direction de la CGT demande à l'un de ses services confédéraux d'accompagner, donc en interne et par les pairs, la transition professionnelle de ses permanents arrivés au terme de leur fonction. Alors, le mot permanent désigne des syndicalistes qui ont quitté leur profession d'origine pour devenir salariés de l'organisation syndicale et s'occuper à plein temps du travail militant. Dans le cas de la CGT, ils sont plusieurs centaines, grosso modo, répartis sur l'ensemble du territoire dans les différentes structures de l'organisation. Donc, à partir des années 70, une partie d'entre eux va bénéficier d'un accompagnement dans leur reconversion professionnelle. Alors, le terme reconversion est celui utilisé par les intéressés. Or, la particularité de cet accompagnement est qu'il est réalisé par des non-spécialistes, c'est-à-dire par des dirigeants confédéraux totalement novices en la matière, qui n'ont aucune formation et aucune expérience préalable. Alors, face à ce constat, on pourrait se demander quel est l'intérêt d'étudier ce cas particulier. À mon sens, il est double. Premièrement, il permet de comprendre comment des acteurs inexpérimentés, éloignés a priori de l'économie de l'accompagnement professionnel, vont s'approprier les missions d'accompagnement qui leur sont confiées sur le tas, et c'est-à-dire comment ils vont élaborer des instruments, des procédures, établir un suivi des salariés et façonner des voies de reconversion alors qu'ils ne sont pas formés pour cela. Deuxièmement, ce cas montre qu'à côté des cabinets et des institutions d'accompagnement les plus professionnalisées et les plus spécialisées, il existe aussi un ensemble de structures qui réalisent un travail relativement similaire au travers de pratiques, elles, beaucoup plus artisanales et bricolées. Celles-ci sont souvent invisibles et peu étudiées par la sociologie, mais on peut faire l'hypothèse qu'elles soutiennent un nombre important de travailleurs qui n'ont pas la possibilité, finalement, de recourir aux services d'institutions dédiées aux transitions professionnelles, faute de moyens, faute d'informations ou faute de temps. Donc, au travers du cas CGT, cette intervention se propose de comprendre comment ces structures élaborent une forme d'aide à la reconversion qui est souvent méconnue. Alors, afin de mieux détailler et de mieux saisir le travail de ces accompagnateurs confédéraux, menés donc tout au long des années 70-2000, j'ai fait le choix dans cette communication de distinguer grosso modo deux générations d'accompagnateurs. Deux générations qui vont se succéder et qui vont façonner chacune à leur manière le suivi des reconversions. Alors, la première génération est celle que j'ai appelée des initiateurs.
Elle se structure autour de 2 hommes dont la tâche va consister finalement à établir à la fois une conception et de premiers instruments de gestion des reconversions. Alors ces 2 hommes partagent plusieurs caractéristiques sociales et militantes qui vont guider leur politique en matière de reconversion. Pour le dire rapidement, ils sont des figures exemplaires d'une élite ouvrière qui a connu une promotion sociale au sein du mouvement syndical. Ils possèdent ainsi des dispositions qui les distinguent des autres dirigeants cégétistes, notamment des dispositions scolaires et culturelles. Ils sont tous les deux nés dans les années 20, l'un au début des années 20, l'autre à la fin, et ils sont titulaires pour l'un du brevet d'enseignement primaire supérieur et pour l'autre du baccalauréat. Donc, ce qui représente pour l'ensemble de la population de l'époque 5% des diplômés. Alors, s'ils deviennent tous les deux ouvriers, commencent leur vie active comme ouvriers, ils vont rapidement mettre leurs dispositions culturelles au service du syndicalisme et du militantisme communiste à côté, au travers d'une carrière syndicale qui se substitue progressivement à leur carrière professionnelle. Donc d'abord militants d'entreprise, ils gravissent les échelons jusqu'à devenir des dirigeants permanents de la CGT et exercer des responsabilités de niveau national dès les années 50-60, puis donc dans les années 70-80. Donc à différents postes, ils exercent notamment des missions de détection et de formation des cadres cégétistes dans l'ensemble du pays. Ils sont ainsi sensibilisés très tôt aux questions de déroulement de carrière, de promotion et de mobilité des permanents de l'organisation. Alors, comment finalement ce parcours militant se retrouve dans leur conception et leur pratique d'accompagnement? Alors, c'est très fort dans leur conception, et notamment dans une conception qu'ils essayent de défendre, c'est l'idée qu'il faut, pour la CGT, une politique de reconversion ambitieuse. À leurs yeux, il faut rompre avec l'idée qui est très répandue dans l'organisation syndicale, que les permanents en fin de mandat seraient, je cite, des rebuts du syndicalisme uniquement caractérisés par leur qualité négative. Au contraire, eux, quand ils prennent cette responsabilité, ils entendent démontrer qu'après des années d'engagement, le cadre syndical est un homme nouveau, capable d'exploiter, je cite, des potentialités qui seraient restées sans vie en dehors de l'action militante. La reconversion des permanents doit ainsi prolonger la promotion sociale opérée dans le syndicalisme. Alors là, on voit bien qu'à l'image de leur propre mobilité, de ce qu'ils ont connu, ils sont convaincus que les syndicalistes sont capables de s'ajuster à une mobilité sociale et professionnelle de grande amplitude. Ainsi, ils les présentent souvent dans les rapports, dans les archives, comme des cadres à part entière. Le cadre syndical est notamment décrit comme un cadre de la nation qui doit viser une reconversion vers le haut au terme de leur fonction militante. Donc cela est d'autant plus important pour eux que la formulation notamment d'offres de reconversion professionnelle gratifiantes constitue une perspective essentielle afin que la reconversion n'apparaisse pas, comme ils le disent, dégradante, mutilante ou traumatisante pour l'individu. Donc ils refusent notamment l'idée que les syndicalistes reviennent à leur métier d'origine, qu'ils considèrent être comme des métiers qui n'intéressent personne et dont le permanent va perdre son temps à le réinvestir. Donc on le voit, leur conception de ce que doit être la reconversion des permanents est fortement imprégnée de leur propre parcours militant. Ce constat se vérifie également dans les instruments qu'ils vont mobiliser, puisqu'il est frappant de constater qu'ils ne vont pas chercher à développer de nouveaux outils comme les bilans de compétences, les grilles d'évaluation, les entretiens individuels qui émergent à cette période-là, ni à se former, ni à s'adjoindre les services d'entreprises spécialisées dans la gestion des transitions professionnelles, mais bien systématiquement à convertir leur savoir-faire et les savoir-faire qui sont préexistants, qu'ils ont déjà utilisés dans leur action militante, pour la question des reconversions. Alors, cette reproduction, finalement, elle fait que les cas de reconversion demeurent toujours très dépendants de leur pratique antérieure. Et finalement, on le voit bien dans les archives, je n'ai pas tellement le temps de développer, mais que ça reste très proche de ce qu'ils faisaient avant de s'occuper des reconversions. Donc il y a une forme de reproduction des outils existants et donc de reproduction des représentations portées par ces outils. Le constat est similaire aussi dans ce qui concerne les réseaux de placement qu'ils mobilisent, puisque jusqu'au milieu des années 1980, malgré leur volonté d'élargir le périmètre de reconversion des cadres syndicaux, ils mobilisent essentiellement un marché du travail militant, lié directement au système d'action cégéto-communiste. Donc, c'est-à-dire que finalement, ils vont placer ces permanents dans les mutuelles, les entreprises de tourisme social, les caisses de retraite, les organisations démocratiques, l'économie sociale, etc. Et finalement, s'ils ne parviennent pas vraiment à dépasser ce marché du travail, c'est aussi parce qu'ils ne possèdent pas d'autres référentiels que ceux du militantisme qui leur permettraient de penser l'exportation en dehors des compétences des syndicalistes. Donc l'accompagnement mis en place par cette première génération demeure ainsi largement borné, parfois au corps défendant des accompagnateurs, par les pratiques, les représentations et le périmètre d'action de la sphère militante. Ce mode de fonctionnement reste en vigueur jusqu'au milieu des années 80 à peu près,
À partir de cette période, l'augmentation massive du nombre de permanents à reconvertir, notamment en lien avec la crise qui frappe le syndicalisme et la CGT en particulier, oblige les accompagnateurs confédéraux à changer de pratique. Il leur apparaît évident à ce moment-là qu'ils doivent mobiliser des supports et des circuits de reconversion autres que ceux proposés par la sphère militante. Donc ils cherchent notamment à faire bénéficier leurs camarades des dispositifs universitaires de validation des acquis, telle la VAP qui, dans les années 85, apparaît et commence à se développer. Donc pour ce faire, ils vont nouer des partenariats avec des filières de l'enseignement supérieur. Et là encore, les premiers partenariats mobilisent essentiellement les réseaux militants, puisque c'est en priorité vers des cursus où exercent des professeurs proches de la CGT ou du Parti communiste français qu'ils orientent les syndicalistes. Dès le milieu des années 80, donc, on voit un déplacement des stratégies de reconversion avec une scolarisation du processus de reconversion qui devient la marque de fabrique de l'accompagnement confédéral cégétiste. Et c'est la seconde génération d'accompagnateurs qui va développer cette nouvelle pratique. Donc cette seconde génération, elle va accompagner les syndicalistes vers une reprise d'études universitaires. Ça devient la voie prioritaire. Donc cette scolarisation des parcours entraîne une modification du profil des accompagnateurs qui entrent en fonction. Dès la fin des années 80, ils ont une particularité qui est très forte, c'est leur compétence personnelle presque, c'est d'être eux-mêmes d'anciens syndicalistes ayant fait l'expérience d'une reprise d'études universitaires. Leur recrutement relève donc explicitement d'une volonté de transmission de leurs connaissances, des exigences et des difficultés d'une scolarité universitaire à l'âge adulte. Alors, vous vous en doutez, cet enjeu est d'autant plus important dans le cas cégétiste qu'un grand nombre des responsables qui se reconvertissent et qui se préparent à entrer à l'université ont souvent connu un parcours de formation initiale marqué par une orientation précoce vers les cursus de l'enseignement technique. Orientation qu'une partie d'entre eux a vécu sur le mode de l'échec ou de la relégation scolaire. Ils nourrissent donc une grande crainte à l'idée plutôt de reprendre des études universitaires. Donc cette scolarisation des parcours de reconversion transforme, outre le profil, elle transforme également le travail des accompagnateurs confédéraux. Dorénavant, en parallèle de la recherche de débouchés professionnels, ils assurent également un suivi des syndicalistes en passe d'entrée à l'université. Alors leur travail, pour cette seconde génération, est finalement assez proche de la tâche de sécurisation des parcours de formation qui a été évoquée hier après-midi. Donc, il implique 3 missions principales. D'abord, une fonction de cadrage des ambitions des futurs reconvertis. Donc, au travers d'entretiens répétés qui s'adossent parfois à des bilans de compétences, donc les bilans de compétences qui apparaissent dans leur pratique à ce moment-là, donc plutôt vers le milieu des années 90, les accompagnateurs établissent le profil et les ambitions de l'intéressé. En fonction de son parcours scolaire, syndical et professionnel, ils lui proposent des voies de formation adaptées afin qu'il ne se retrouve pas, comme ils le disent, en échec à l'université. Donc, ce travail de cadrage est directement lié à l'expérience que les anciens étudiants devenus accompagnateurs ont de l'échelle des grandeurs et des difficultés universitaires qu'ils ont pu intégrer au cours de leur reprise d'études. La deuxième mission de ces accompagnateurs, c'est de fournir un support administratif aux futurs étudiants. Ils les aident à confectionner les dossiers de VAP, à entreprendre les démarches d'inscription à l'université, à obtenir les différents financements des OPCA, des bourses d'études, des prises en charge par Pôle emploi, etc. Et enfin, la troisième mission, c'est que ces accompagnateurs, là aussi ça fait écho à ce qui se disait hier, vont prodiguer un soutien scolaire aux syndicalistes. Syndicalistes qui sont, comme je l'ai dit, peu accoutumés au rythme et aux normes universitaires. Donc, ils vont les préparer et ensuite, ils vont les suivre tout au long de leur cursus à cette rescolarisation à l'âge adulte. Ils les guident et les conseillent. Par exemple, on retrouve dans les archives du service étudié des commentaires de textes blancs envoyés par les futurs étudiants que les accompagnateurs confédéraux annotent à la manière de professeurs. Ils les aident également à préparer les oraux, les épreuves orales ou à organiser des séances de révision. Donc on le voit, en raison de leur expérience universitaire, cette seconde génération d'accompagnateurs va s'approprier finalement des outils plus spécialisés ou élaborer des équivalents fonctionnels qui rappellent ceux utilisés plus largement par de nombreux intermédiaires de la transition professionnelle. On ne peut pas vraiment dire qu'ils se professionnalisent, entendu qu'ils n'ont pas de formation dans ce domaine, ni ne revendiquent d'appartenir aux professions de l'accompagnement. On peut néanmoins affirmer qu'ils opèrent une spécialisation orientée vers l'importation de savoir-faire extérieur à l'institution syndicale, ce qui les distingue donc de la première génération. Donc, au travers de ces deux générations, on remarque ainsi comment les pratiques d'accompagnement passent progressivement d'un référentiel autonome, largement inspiré des savoir-faire antérieurs et des réseaux militants, vers un référentiel de plus en plus hétéronome, fortement imprégné des dispositifs scolaires dominants. Dès lors, pour répondre à la question de départ, il me semble que loin de considérer ces formes de suivi comme extérieures à l'économie de l'accompagnement professionnel, il apparaît plus intéressant de les penser dans une forme de continuum,
en réfléchissant à la manière dont elles tendent ou non à se rapprocher des modalités d'accompagnement mises en œuvre par les entreprises ou les institutions spécialisées. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas. Y a-t-il là aussi quelques petites questions de clarification avant qu'on passe à la discussion par Ludivine? Bon, j'ai pas l'impression. Alors, Ludivine, tu peux y aller pour 10 minutes de discussion, si je me souviens bien aussi en termes de timing. Voilà. Merci. Je vais essayer de m'y tenir. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les 3 communicants pour cette session. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à lire vos papiers et puis à vous écouter aujourd'hui. Alors, comme nous l'avions souligné dans l'appel à communication du colloque, et on l'a bien vu avec toutes les présentations depuis hier, l'accompagnement des transitions professionnelles prend donc des formes multiples qui composent une nébuleuse aux frontières floues. De nombreux travaux se sont intéressés plus particulièrement aux professionnels de l'accompagnement, en mettant en évidence la diversité des profils, des modalités et puis des contextes d'exercice. Et c'est donc dans cette lignée que s'inscrivent vos 3 communications aujourd'hui. Vos contributions s'attachent en effet à décrire ce que vous avez nommé respectivement des conseillers, conseillères, des coachs et puis des accompagnateurs. Il s'agit de professionnels aux appellations donc diverses qui possèdent, comme on a pu l'entendre dans vos interventions, des représentations et des pratiques des métiers de l'accompagnement qu'on pourrait qualifier d'hétérogènes. En effet, l'accompagnement artisanal et sur mesure à la CGT que vous décrivez, Nicolas Simon-Poli, se distingue d'une forme de standardisation chez certains coachs en reconversion d'Anne Jourdain. Et au sein d'une même structure de Cap Emploi, on voit bien que se côtoient différentes approches de l'accompagnement avec les conseillers humanistes, pragmatiques ou joueurs tels que les a décrits Sophie Dessin. Alors moi, je vais orienter ma discussion aujourd'hui sur ce que vos 3 contributions ont en commun. Donc ça va effacer certains aspects évidemment ou mettre plus en lumière en tout cas d'autres aspects de vos papiers. Alors ce que vos contributions aujourd'hui ont en commun, c'est notamment le fait qu'elles tentent toutes les 3 de montrer que ces divergences de perception et de pratique de l'accompagnement des transitions, eh bien elles sont intrinsèquement liées aux parcours sociaux des professionnels que vous observez. Sophie Dessin et Nicolas Simon-Poli, vous adoptez une approche dispositionnelle qui consiste, notamment pour la première génération d'accompagnateurs à la CGT, pour vous Nicolas Simon-Poli, qui consiste à montrer comment des socialisations passées ont créé des manières de dire, de faire et de penser qui sont ensuite transférées et actualisées dans l'accompagnement. Sophie Dessin, vous montrez ainsi comment les socialisations scolaires, mais aussi professionnelles dans le cadre d'une première carrière ou de genre, vont produire des effets différenciés sur les manières de faire de l'accompagnement au sein de Cap Emploi. D'ailleurs, la présentation de Thomas Young tout à l'heure faisait état de conclusions similaires. Et vous, Nicolas Simon-Poli, vous mettez en évidence, comment les accompagnateurs au sein de la CGT vont donc s'approprier leur mission sur le tas, notamment en ce qui concerne la première génération, en transférant certaines compétences, mais aussi des dispositions syndicales dans l'accompagnement, qui expliquent notamment, selon vous, cette conception de la reconversion par le haut et qui implique presque mécaniquement une reprise d'études. Alors, je vais donc vous poser quelques questions à tous les deux qui concernent ces dispositions à l'accompagnement que vous décrivez. Sophie Dessin, vous vous attachez à décrire des dispositions donc acquises en amont et en dehors du travail. Selon vous, il y aurait donc des manières de faire, de dire ou de penser l'accompagnement qui ont été intériorisées en dehors de Cap Emploi et qui s'ajustent plus ou moins bien aux exigences de l'activité telle qu'elle est conçue au sein de la structure. Vous montrez notamment que l'accompagnement sur mesure est basé sur le relationnel des conseillers humanistes, si on prend cet exemple, se heurte aux exigences gestionnaires. Alors ma question, elle concerne la manière dont Cap Emploi va tenter ou non de transformer ces dispositions divergentes ou désajustées. Voilà, ma question c'est est-ce qu'il y a des formations? Comment Cap Emploi tente éventuellement de transformer ces dispositions et donc sous quelle forme cela se fait? Et in fine, s'il y a des formations, des choses comme ça, est-ce que cela produit des changements dans les manières de percevoir et de penser l'accompagnement chez ces professionnels? Ma question maintenant pour Nicolas Simon-Poli. Donc, dans votre papier, on a l'impression au contraire qu'il y a une forme de consensus quand même dans les manières de penser et d'accompagner
les transitions professionnelles au sein d'une même génération, hein, vous différenciez de 2 générations, mais au sein d'une génération, on a l'impression qu'il y a un consensus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Sinon, sur quels éléments y aurait-il des variations et à quelle socialisation les associez-vous? Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une femme parmi les accompagnateurs de la seconde génération. Donc, est-ce que vous pensez que la socialisation de genre aurait pu avoir un effet sur la manière de penser et de faire le métier au sein des générations? Alors, Anne Jourdain, vous, votre papier, il se positionne plutôt, quant à lui, du côté des contextes hein, qui façonnent les manières de penser et de faire de l'accompagnement aux transitions, puisque vous montrez comment le fait d'entrer dans un parcours entrepreneurial, donc comment le contexte entrepreneurial de l'activité va produire des effets sur cette activité, justement. Alors, vous expliquez que la nécessité notamment de rentabilité hein, liée au cadrage entrepreneurial de l'activité va entraîner le recours notamment de la multi-activité chez de nombreux coachs, mais aussi cette forme de standardisation de l'accompagnement avec le recours à du coaching collectif ou de l'auto-coaching, comme vous l'avez montré, mais aussi à des durées d'accompagnement standardisées en nombre de semaines ou de séances. Mais outre cette contrainte associée au contexte entrepreneurial de l'activité, moi, je voudrais vous interroger sur d'éventuels éléments. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres éléments contextuels hein, qui produisent leurs effets sur les manières de penser et de faire ce coaching en reconversion? Vous passez rapidement, mais à plusieurs endroits dans votre papier, sur l'idée qu'il y aurait une distinction entre des coachs installés hein, depuis un certain temps dans le métier et puis les nouveaux arrivants. Alors, est-ce que vous pourriez expliciter un peu plus les variations de perception et de pratique entre ces deux catégories, les anciens et les nouveaux coachs, si on peut le dire comme ça? Et puis, à quels éléments de contexte vous pourriez lier ces variations? Est-ce que c'est lié à l'explosion récente de l'offre de coaching? Est-ce que c'est lié à une évolution des publics accompagnés et de leurs demandes? Voilà. À la lecture de vos 3 contributions, on pourrait donc faire l'hypothèse hein, que les représentations et les pratiques des métiers de l'accompagnement seraient façonnées au croisement entre des dispositions et des contextes d'activité. Alors, vous devinez certainement que je vais vous inviter chacun à pousser le curseur d'un côté ou de l'autre en fonction de l'approche initiale de vos papiers. Donc, Anne Jourdain, je l'ai dit, votre papier se situe plutôt du côté des contextes qui contraignent ici, en l'occurrence, l'activité. Mais est-ce que vous ne voyez pas chez les coachs que vous observez, outre cette contrainte entrepreneuriale de l'activité, une disposition aussi à l'entrepreneuriat? Vous avez dit voilà, que c'est des cadres d'entreprise reconvertis hein, pour la plupart. Et donc, ma question, c'est s'ils étaient, pour la dire plus simplement, s'ils étaient coachs salariés, est-ce que vous croyez qu'ils penseraient et feraient leur métier d'une manière totalement différente que celle que vous décrivez? Par exemple, les principes de rentabilité et standardisation de l'offre, est-ce qu'ils ne sont pas aussi des dispositions acquises dans leur ancienne position professionnelle et qui seraient simplement ici aussi transférées dans cette activité de coaching? Inversement, Sophie Dessin, je vais vous interroger sur les contextes et d'éventuelles contraintes ou ressources hein, liées à celui-ci. Alors, vous avez dit que vous aviez observé 3 différents terrains de Cap Emploi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments de variation qui seraient liés aux contextes locaux hein? Vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des contraintes hiérarchiques ou des ressources organisationnelles, etc., qui peuvent aussi expliquer les variations de rapport au travail des conseillers que vous avez observés? Et enfin, une dernière question, et celle-ci, elle est pour Nicolas Simon-Folly. Vous refusez de parler d'une professionnalisation hein, de l'accompagnement, mais parmi les éléments contextuels, hein, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une augmentation des moyens matériels et organisationnels alloués à cette question de l'accompagnement des reconversions, qui pourrait expliquer aussi ce tournant scolaire, notamment des reconversions, avec des reconversions plus longues dans la période récente? Voilà, je vais devoir m'arrêter là. J'aurai évidemment des dizaines d'autres questions, mais pour permettre de laisser du temps à la salle, voilà, je vais m'arrêter. Je vous remercie d'avance pour vos éclaircissements. Merci beaucoup, Ludivine, pour cette discussion transversale riche et stimulante. Bon, moi, j'ai aussi des questions, mais je vais peut-être vous laisser répondre d'abord, et puis après, on y reviendra probablement par la suite. Voilà, je vous laisse répondre. Si vous voulez répondre dans l'ordre des présentations, c'est parfois plus simple. D'accord, donc je prends la parole.
Alors, vous avez raison de souligner quand même la variable territoriale et organisationnelle. Donc, c'est vrai que ce n'était pas le cœur de l'analyse ici, mais il y a des différences organisationnelles dans les 3 Cap Emploi que j'ai enquêtés, notamment puisque les Cap Emploi, ce sont des associations et qu'elles décident, elles sont très contraintes par énormément un cahier des charges, le dialogue de performance, etc. Donc, elles ont beaucoup de contraintes, mais elles ont une autonomie dans l'organisation du travail. Donc, elles peuvent choisir de créer certains pôles d'activités, de créer des sessions spéciales, des groupes de travail, etc. Et donc, il y a notamment dans les 3 Cap Emploi que j'ai enquêté 2 grandes organisations du travail un peu différentes, avec d'un côté un pôle de tri à l'entrée, et ensuite un second pôle où les conseillers font à la fois de l'accompagnement et du placement des gens qui ont été acceptés à la première étape de tri. Et dans un second type d'organisation, on a plutôt un pôle accompagnement et un pôle placement, avec des chargés de mission donc, qui accompagnent d'abord les chômeurs sur tout leur parcours, et puis des conseillers spécialisés entreprises qui vont les accompagner sur la fin, plutôt sur la recherche d'emploi, et qui vont les mettre en relation avec les employeurs. Bon, mais malgré ces différences organisationnelles, alors, si, la différence que j'ai remarquée en fait en termes d'organisation du travail, donc malgré ces 2 grandes organisations du travail, on retrouve ces 3 grands profils types, mais ce qu'on voit de différent, notamment entre 2 Cap Emploi, c'est le rapport à la logique gestionnaire. Notamment puisqu'on a un Cap Emploi où le rapport aux objectifs de résultat, il est très compliqué pour les conseillers, puisqu'en fait, le niveau les encadrants, hein, les dirigeants ont une rhétorique assez floue vis-à-vis des objectifs de résultat. On rappelle souvent en réunion d'équipe que bon, c'est pas ce qui compte hein, d'atteindre les objectifs, c'est d'abord d'accompagner les chômeurs, mais en fait, en entretien individuel, on rappelle aux conseillers que quand même, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, et donc il y a quand même des remontrances comme ça en entretien individuel. Donc, on a un Cap Emploi où c'est assez compliqué. Il y a une espèce de flou et de nébuleuse autour des objectifs qui ne sont pas assumés en fait par la direction, qui reste un peu dans une culture associative. Et de l'autre côté, on a un Cap Emploi qui est beaucoup plus assumé sur cette question-là, et où les conseillers se sentent dans le même bateau que leurs dirigeants, enfin que les dirigeants du Cap Emploi. C'est-à-dire qu'ils ils vont considérer que voilà, ils sont dans le même bateau, ils doivent tous atteindre des objectifs. Les objectifs sont très clairs, ils sont très clarifiés par conseiller. Les conseillers savent très bien quels sont leurs objectifs à atteindre individuels. Et puis, les dirigeants vont les aider à les atteindre. On va parler en réunion d'équipe d'astuces pour les atteindre, etc. Donc, c'est la différence un peu que j'ai remarquée en termes organisationnels vis-à-vis de cette logique gestionnaire qui est quand même plus ou moins bien vécue selon les Cap Emploi, et le rôle, et là c'est vraiment, je voudrais insister sur autre chose, c'est le rôle très important ce qu'on appelle les managers intermédiaires. Hein. Donc, c'est vraiment ces dirigeants de Cap Emploi qui sont entre les pilotes et financeurs qui leur imposent des contrats d'objectifs, et qui doivent eux-mêmes faire tout un travail de traduction de ces objectifs vis-à-vis des conseillers. Donc, voilà pour les différences organisationnelles. Je vais aussi répondre à la question voilà, des divergences. Qu'est-ce que Cap Emploi fait face aux divergences de pratiques en termes d'accompagnement des chômeurs? Alors là aussi, hein, on a une liberté quand même assez forte organisationnelle en termes d'organisation du travail, et pour les conseillers aussi, c'est-à-dire qu'ils sont assez autonomes vis-à-vis de leur pratique d'accompagnement. Eux-mêmes décident en fait combien de rendez-vous ils vont avoir dans la semaine. C'est eux qui décident s'ils vont voir les chômeurs une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Donc, ils ont vraiment une liberté dans l'organisation de leur temps de travail, et ils ont une liberté dans la façon dont ils vont mener les entretiens. Et il y a très peu donc, à ma connaissance, en tout cas dans les 3 Cap Emploi que j'ai enquêtés, je ne peux pas non plus parler pour tous les Cap Emploi, mais je n'ai pas entendu parler de formation pour
pour faire converger les pratiques. Et notamment, il n'y a pas d'espace d'échange de pratiques, ce qui est d'ailleurs très critiqué par certains conseillers qui aimeraient avoir des espaces d'échange de pratiques entre eux pour pouvoir au moins échanger sur leurs pratiques d'accompagnement. Donc, on n'a pas de formation, on n'a pas d'échange de pratiques spécifiques. Et à la limite, ce qui se passe, c'est, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a à la limite des échanges de pratiques, c'est presque une variable architecturale. C'est-à-dire que c'est des conseillers qui sont dans le même bureau ou dans 2 bureaux à côté qui vont en fait soit entendre les entretiens des autres, soit en parler entre 2 pas de porte et qui vont comme ça, en fait, échanger et peut-être faire converger certains éléments entre eux. Mais c'est la seule chose que j'ai repérée pour en tout cas vis-à-vis de cette question que vous avez posée. Je vais laisser la parole aux 2 autres. C'est à mon tour, je crois. Merci Ludivine pour cette discussion très riche. Alors, je voudrais tout d'abord dire que en fait, l'approche dispositionnelle qu'ont présenté en fait Sophie et Nicolas dans leur présentation, moi à terme, c'est aussi une approche que j'aimerais aussi mettre en œuvre pour aussi comprendre la diversité des manières d'être coach en reconversion professionnelle. Alors, je ne l'ai pas fait à l'échelle de cette présentation parce que voilà, je suis en train de défricher un peu les choses. Et c'est vrai que ce qui m'apparaît pour l'instant de manière la plus frappante, c'est effectivement la différence entre les coachs anciennement installés, les pionniers sur le marché qui sont arrivés dans les années 2000 en gros, et la masse des coachs qui arrivent depuis 5 ans sur ce marché-là, avec des différences effectivement de pratiques, notamment de pluriactivité. On voit que les anciens sont à cheval sur plusieurs types de coaching. Ils ressemblent aussi, ils sont en partie aussi les coachs étudiés par Scarlett. Ils font aussi du coaching en entreprise et voilà, ils ont plusieurs œufs dans leur panier, comme ils le disent parfois, et les nouveaux qui essayent à tout prix de se spécialiser sur vraiment la question de la reconversion professionnelle et il y a aussi beaucoup d'échecs. Ça, c'est une question que j'aimerais bien investiguer, combien finalement n'arrivent pas au terme des 2 ans de chômage Pôle emploi, parce que finalement, c'est quand même Pôle emploi qui finance ces activités entrepreneuriales de coach, combien finalement persévèrent 2 ans après la création de l'entreprise. Voilà, c'est une question qu'il faudrait que j'investigue. Donc effectivement, je pense qu'il y a des éléments de contexte un peu généraux. Je pense que cette question de l'explosion récente de l'offre de coaching n'est pas pour rien dans les formes d'accompagnement proposées aujourd'hui par les différents coachs. Donc le marché tel que je le vois aujourd'hui, il se structure en fait en trois grands segments. Il y a ces quelques startups qui se sont positionnés sur le marché et qui sont les plus visibles, avec quelques coachs indépendants pionniers qui sont elles et eux aussi visibles et qui, je sais pas, il y en a peut-être une petite dizaine aujourd'hui, et puis la grande masse, les milliers d'autres qui ont du mal à trouver des clients et à rentabiliser leur activité. Alors, sur la question des dispositions à l'entrepreneuriat, et je vais en profiter par là même pour répondre à la question de Julien dans le chat, effectivement, tous mes enquêtés, je retrouve beaucoup de choses que Scarlett a présentées dans son ouvrage qui a été cité par Aurélie dans le chat. Tous mes enquêtés sont des reconvertis qui étaient précédemment cadres, alors quasiment tous Bac+5, et qui ont éprouvé des formes d'insatisfaction dans leur travail de cadre salarié, soit du fait, je reprends leur terme, d'un management toxique, soit du fait d'un burn-out ou d'un bore-out, voilà, tous les termes qu'ils réutilisent elles-mêmes et eux-mêmes. Et donc, ils ont envisagé à ce moment-là le coaching comme une voie possible. Et en fait, la mise à son compte en tant que coach, elle se fait un peu par défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement le choix entre être coach salarié et être coach indépendant pour eux, parce que être coach salarié, c'est compliqué. Pour le coup, c'est un marché du travail très, très restreint, donc ça leur semble plus facile en fait de se mettre à leur compte, souvent dans un premier temps en tant qu'auto-entrepreneur, et d'essayer d'ouvrir
leur entreprise de coaching et effectivement de faire de ce qui au départ est plutôt une visée un peu humaniste. Enfin, il y a beaucoup dans les entretiens l'idée du care qu'on a beaucoup retrouvé aussi dans ce colloque, l'idée d'aider autrui, d'accompagner les autres. Et effectivement, ça vient en porte-à-faux avec la mise en entreprise en fait de ce type d'accompagnement, et ça aussi j'ai plein de discours en fait sur les difficultés de concilier les deux. Enfin, je citais Marion tout à l'heure dans le cadre de ma présentation. Les difficultés de vouloir aider les autres et en même temps de devoir rentabiliser son activité. Alors, il y a aussi une très forte, chez ces individus très éduqués, etc., une forme de dénégation du commercial qui a aussi été étudiée et analysée par Scarlett sur les coachs en entreprise. Donc ça, c'est effectivement aussi très présent avec l'idée que le commercial, on le fait, mais si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Et en même temps, ils viennent généralement de formations dans des écoles, alors c'est assez divers, mais des écoles de commerce parfois, j'ai l'université Paris-Dauphine, les écoles d'ingénieurs, etc. Donc de fait, ils ont des compétences scolaires, si je remonte même pas à la socialisation primaire, mais déjà des compétences scolaires qui leur permettent aussi d'être entrepreneurs mieux que les autres peut-être. Et je pense que cette question-là, il faudrait que maintenant je l'investigue davantage. Je pourrais aussi essayer de saisir pourquoi certains et certaines vont faire le choix d'une forme de standardisation plutôt qu'une autre, parce que généralement, sauf si on est une grosse boîte, on ne fait pas tout en même temps. C'est difficile de se faire certifier Calliope, puis d'ouvrir une plateforme d'auto-coaching en ligne, de tout faire, c'est trop chronophage. Donc, on va choisir entre les différentes formes que j'ai présentées. Et par exemple, c'est vrai que les quelques-uns ou quelques-unes qui essayent en ce moment de mettre en place une plateforme d'auto-coaching en ligne sont celles et ceux qui ont des compétences d'ingénieurs ou des compétences numériques, etc., un peu informaticienne, etc. Par exemple, peut-être que ça les pousserait à aller plutôt vers cette forme de standardisation plutôt qu'une autre. Et dernière chose, il y a aussi un petit pan de mon échantillon, mais voilà, ça reste encore à confirmer, qui est plus proche du monde des ressources humaines. Et il semblerait qu'en fait, justement, ce soit celles-là et ceux-là qui sont des reconvertis en tant que coach, enfin en tout cas tels qu'ils le disent en entretien, celles-là et ceux-là qui sont plus facilement employés par les gros cabinets alors de bilan de compétences ou de coaching, parce que en fait, ils n'ont pas qu'une compétence de coach, ils ont aussi une compétence, en l'occurrence, de RH, qui est aussi utile pour faire le métier qui leur est demandé. Alors employés souvent en tant que freelance. Voilà, merci. Alors, c'est mon tour. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Alors, sur qu'est-ce qui fait consensus, qu'est-ce qui ne fait pas consensus au sein des deux générations? Alors, le genre, c'est une bonne piste, mais en fait, malheureusement, elle fonctionne très mal pour la CGT, et notamment pour la CGT des années 80-90, parce que, en fait, et c'est pas du tout pris en compte, malheureusement, c'est que, en fait, les cadres syndicaux de l'époque et les accompagnateurs, alors effectivement, il y a une femme, mais la majeure partie sont des hommes, et donc c'est très peu interrogé la question du genre, et on voit quand on fait des entretiens avec les étudiants reconvertis, les syndicalistes qui rentrent à l'université, etc., que en fait, ça pose vraiment problème, notamment pour les rares permanentes qui entrent à l'université, où elles se rendent bien compte qu'en fait, c'est très chronophage, les horaires sont décalés, etc., et qui doivent aussi, au sein de leur sphère familiale, gérer toute la question des tâches maternelles, domestiques, etc., et se retrouvent quand même beaucoup plus handicapés que les hommes. Donc, il y a un taux et je ne vous cache pas, il y a un taux de divorce qui est très élevé chez ces syndicalistes, et notamment les femmes qui reprennent des études. Alors, mais par contre, il existe quand même des petites divergences. Alors, pour la première génération, c'est le niveau de prise en charge et les domaines de prise en charge, parce que en réalité, pour cette première génération qui va s'occuper presque au cas par cas des cas de reconversion, la prise en charge va parfois très loin, et notamment dans la question du logement, dans la question de l'emploi de la compagne ou du compagnon, de la scolarisation des enfants, etc., etc. C'est-à-dire que du fait de la mobilité professionnelle des permanents peut être accompagnée jusqu'à un certain niveau.
Et la question du niveau de prise en charge pose des questions et fait un petit peu débat au sein de cette première génération. Jusqu'où on va et jusqu'où on l'accompagne. Et pour la deuxième, c'est plutôt les types de formations qui vont créer des divergences, c'est-à-dire que finalement, pendant très longtemps, la CGT investit notamment une formation d'AES à la Sorbonne, avec l'idée que les syndicalistes sont des permanents, sont des touche-à-tout, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu de droit, un petit peu d'économie, un petit peu de sociologie, psychologie, etc. Et donc, on va les orienter vers un département d'AES avec l'idée qu'une formation pluridisciplinaire est très adaptée pour leur reconversion. Et en fait, progressivement, avec l'arrivée de la seconde génération, et au cours de cette seconde génération, on voit plutôt dans les années 90 que la reconversion va s'orienter vers des formations en droit, et notamment une licence en droit, avec l'idée que les permanents syndicaux sont devenus et sont essentiellement des juristes. Et donc, il faut leur proposer une certification en droit qu'ils pourront ensuite remobiliser par la suite. Donc, voilà, on voit aussi comment finalement la transformation du métier syndical et de la professionnalisation des tâches syndicales va jouer dans la manière dont on anticipe la reconversion des syndicalistes. Et donc, alors sur votre autre question sur la professionnalisation, justement, et l'émergence de ces parcours scolaires qui vont devenir prédominants, alors il y a plusieurs raisons. Alors la première, évidemment, c'est que l'obtention d'un diplôme dans l'esprit des accompagnateurs confédéraux permet de certifier finalement un certain nombre de compétences des syndicalistes qui ne sont pas reconnues sur le marché du travail. C'est-à-dire que quand ils vont sortir du marché militant, on va leur demander ce qu'ils savent faire, etc. Donc ils vont mettre en avant leurs compétences syndicales qui sont très, très importantes, mais on va leur dire qu'est-ce qui me prouve, enfin les patrons vont leur dire qu'est-ce qui me prouve que vous savez vraiment faire ça. Et donc ils n'ont pas de diplôme qui permet d'objectiver en quelque sorte ce genre de choses. Et deuxièmement, donc c'est aussi le marché du travail qui fait qu'ils vont essayer leur difficulté à s'insérer sur un marché du travail plus large qui fait qu'ils vont passer par la scolarisation. Et notamment, donc on voit tout un tas de formes d'hystérésis, c'est-à-dire que pour ces militants qui n'ont pas fait d'études, etc., ils pensent qu'en obtenant une licence ou une maîtrise, ils vont tout de suite arriver à être recrutés dans des services de DRH ou tout un tas de services administratifs. Et en fait, ils se rendent compte très vite dans les années 90, notamment que la production du nombre de diplômés trop importante au regard du marché de l'emploi font qu'ils sont déclassés. Et alors, ce recours à la formation, il est aussi lié au fait qu'en fait, ils arrivent essentiellement à se reclasser dans la fonction publique. C'est-à-dire que très peu, finalement, parviennent à se réinsérer dans des entreprises privées parce que là, ils doivent subir le stigmate de leur passé syndical. Or, dans la fonction publique, celui-ci est moins fort, et notamment dans les réseaux liés au militantisme communisme ou socialiste, où ils vont réussir à s'insérer en tant que contractuels de la fonction publique. Toutefois, pour postuler à ces emplois-là, il est préférable d'avoir un certain nombre de diplômes, et des diplômes notamment de master ou de maîtrise, qui vont leur permettre de postuler aux emplois de cadre. Donc c'est aussi pour ça qu'ils vont passer par la reconversion scolaire et une reconversion universitaire, et notamment pour les emplois dans l'inspection du travail, la NPE, etc. etc. Merci pour vos réponses. Alors, on va prendre des questions. Il y a quelques questions dans le chat qui s'adressent à Anne Jourdain en particulier. Peut-être que moi, j'avais des questions en fait un peu transversales aussi, donc peut-être que je peux les poser pour redistribuer la parole. Et puis Anne, après, on te laissera répondre aux questions. Et s'il y a des questions, évidemment, par ailleurs dans la salle, n'hésitez pas à lever la main pour les exprimer. Alors, en fait, moi, ce qui m'a frappé finalement dans vos textes, dont je vous remercie, et dans vos présentations, c'est finalement les différences de paradigme d'accompagnement qu'on peut voir. C'est-à-dire que, alors, c'est particulièrement le cas entre la recherche sur les coachs et la recherche sur l'accompagnement syndical. Parce que, en fait, ce qui est frappant, c'est que dans l'accompagnement par les coachs, ce qui est mis en avant, c'est ce sur quoi tu as conclu, Anne, c'est-à-dire l'idée de la révélation du soi, du projet personnel, de l'authenticité au projet personnel, tout ce travail qu'on voit aussi en effet dans les analyses qu'Aurélie Gonnet a tirées du bilan de compétences.
encore plus chez les coachs qui d'ailleurs critiquent le bilan de compétences la plupart du temps en disant qu'il est trop justement tourné vers les attentes du marché du travail et pas assez centré sur l'authenticité. Et à l'inverse, dans la forme d'accompagnement analysée par Nicolas à la CGT, cette question a l'air de ne pas du tout apparaître. Tu as un peu évoqué le projet professionnel dans la deuxième génération, mais c'est tout. Et alors du coup, je me suis demandé déjà si cette absence complète à la CGT était une question de date, c'est-à-dire est-ce que finalement dans les dates, je ne sais pas si en tout cas dans ce que tu nous as présenté aujourd'hui, si il y a des éléments plutôt sur les années les plus récentes, depuis les années 2000, 2010. Je me suis aussi demandé si c'était pas plutôt, pas simplement la question de la date, mais aussi la question de la psychologie, c'est-à-dire la formation à la psychologie ou à des techniques psychologiques. Hein, ce n'est pas nécessairement une psychologie à l'université, mais qui était complètement absente. Et alors, ça m'a quand même un tout petit peu surprise aussi parce que, par exemple, dans le travail de l'historien Yves Cohen, qui a travaillé sur le Parti communiste, il montre que, en fait, la notion de travail sur soi, par exemple, elle était déjà présente dans le PC en Russie et en France, et que notamment, il y avait du coup un accompagnement par les camarades au PC du travail sur soi, un encouragement au travail sur soi. Donc, je ne sais pas si tu as regardé ça, pardon, si vous avez regardé ça, mais ça m'intéressait. Et du coup, cette question s'adresse aussi à la recherche de Sophie sur les conseillers et conseillères à l'emploi. Parce que, alors finalement, ça c'était un petit peu ma frustration, on va dire, par rapport au texte, mais je me doute que dans la thèse, hein, du coup, cet aspect a été travaillé et vous l'avez dit d'ailleurs en ajout quand vous avez répondu, que vous avez aussi travaillé donc, sur les pratiques différenciées d'accompagnement des chômeurs. Mais c'est vrai que j'aurais aimé finalement voir mieux le lien entre l'articulation entre ce que vous avez montré des profils et des dispositions, et en fait leurs effets sur la pratique des conseillers, un petit peu comme ce qu'avait fait l'article de Brun, Cortéel, Pellis dans la Revue française de sociologie sur l'accompagnement des licenciés économiques, où on voyait bien comment les trajectoires avaient un effet sur l'expertise, hein, sur autrui et sur la pratique même, et y compris sur les normes d'emploi. Donc là, du coup, je vous invite à peut-être présenter un petit peu plus cet aspect. Et donc, qu'on voit, du coup, sur cette question des paradigmes de l'accompagnement, finalement, où se situent vos conseillères? Est-ce qu'elles sont plus dans l'accompagnement lié aux attentes du marché du travail? Est-ce qu'elles sont plus sur un travail sur le travail sur soi, le projet personnel, avant même d'être professionnel? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire avec le relationnel, cette opposition que vous faites entre relationnel et gestionnaire, qui est à la fois classique et qui mériterait peut-être d'être aussi un peu complexifiée, au sens où qu'est-ce qu'il y a derrière le relationnel vraiment? Est-ce que toutes et toutes mettent la même chose derrière? On voit bien que finalement, 2 de vos 3 profils ne sont pas complètement rétifs à la question de la gestion. Alors, pas toujours l'idée des outils, des indicateurs, de la performance, des objectifs, mais malgré tout, un souci de placer aussi ces personnes. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, une interrogation. Est-ce que vos 2 profils plus gestionnaires, en tout cas les pragmatiques, les joueurs, hein, même s'il y a des différences importantes entre eux deux, finalement, est-ce qu'ils n'obtiennent pas plus de résultats, pas simplement en termes gestionnaires, mais en termes de placement de ces personnes? Est-ce que votre premier profil, enfin, à quoi arrive votre premier profil finalement, au-delà de faire raconter des récits de vie et on l'imagine du coup de soulager aussi les personnes en racontant, enfin la dimension d'écoute, hein. Mais voilà, c'est une petite question un peu subsidiaire, hein, mais par rapport à la question un peu transversale que j'ai posée. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça va vous intéresser. Et peut-être, je vous donne la parole, et puis pendant ce temps, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, vous pouvez lever la main, encore une fois. Merci. Qui commence, Scarlett? Pardon, comme vous voulez, et encore une fois, l'ordre de présentation peut être plus simple, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Bon, j'y vais peut-être, si ça vous va, Sophie et Nicolas. Oui. Je vais commencer par ce que tu viens de dire. Effectivement, Scarlett, je trouve ça intéressant la manière dont tu as posé les choses en parlant de différences de paradigme d'accompagnement. Et c'est vrai que dans les coachs que j'étudie et ce que tu as pu voir aussi toi-même sur les coachs en entreprise, il y a vraiment on se situe clairement
du côté du travail sur soi et pas des attentes du marché du travail. Et c'est vrai que ça, c'était un étonnement énorme de ma part, puisque une des hypothèses que j'avais au départ sur ce nouveau projet de recherche, c'était de prendre les coachs en reconversion professionnelle comme des bons moyens d'analyser les transformations du marché du travail. Et en fait, de fait, non, ils n'y connaissent rien. Donc, bon, ça tombe à l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils le revendiquent aussi, à travers, la déontologie du coach, c'est ce que j'ai appris aussi avec toi, c'est véritablement de ne pas imposer de problématiques. Alors ça, c'est quelque chose qui nous parle en tant que sociologue, mais d'en rester à quelque chose autour de l'individu et surtout pas d'avancer un métier comme ça, ce qui est aussi pratique en termes d'évaluation a posteriori de l'accompagnement, puisque on a simplement commencé à réfléchir à son évolution professionnelle et en soi, c'est déjà un résultat positif pour les coachs. Il y avait quelques remarques et questions aussi dans le chat et j'en profite pour y répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup Léa pour cette remarque qui me semble tout à fait éclairante et je ne l'avais pas pensé dans ces termes et ça, je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite de mon projet de recherche. En fait, c'est vrai que je m'interroge beaucoup et le colloque est pour moi vraiment l'occasion de répondre à cette question de ce marché que j'étudie du coaching, comment il se situe par rapport à tous les dispositifs publics dont on a parlé hier et aujourd'hui. Et je pense que ça serait intéressant, effectivement, je n'y avais pas pensé en ces termes, d'étudier les circulations entre les différents conseillers des institutions publiques et les coachs entrepreneurs que j'étudie. Donc, merci beaucoup pour cette remarque. Je pense que j'ai pas beaucoup d'éléments pour l'instant, mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne piste pour la suite. Et pour répondre aussi à Laure, alors peut-être préciser qu'en fait, moi, je viens de la sociologie économique et j'arrive petit à petit, je migre vers la sociologie du travail d'une certaine manière et ça explique, je pense, en partie ma présentation qui se centre aussi et qui s'intéresse à la manière dont les individus font du profit économique. Ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse de la prendre sociologiquement en compte, cette question. Et d'où mon type de présentation qui peut faire apparaître peut-être aussi les coachs un peu comme des hypocrites, désintéressés, etc. Alors que non, c'est vrai que j'ai essayé de le redire plutôt après, à travers les réponses aux questions. Ce qui m'est présenté en entretien, hein, c'est des gens qui veulent aider effectivement des personnes en souffrance comme elles l'ont été elles-mêmes et eux-mêmes dans leur propre parcours professionnel. Alors, pas n'importe qui, parce que le coaching, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse plutôt à des gens qui sont relativement fortunés. Et donc, quand on se spécialise sur une niche de marché, on va se spécialiser sur des gens qui ont les moyens financiers de se payer un coaching. Ou alors, quand on va justement, par exemple, proposer des plateformes d'auto-coaching en ligne ou du bilan de compétences, eh bien, une des justifications, justement, c'est de trouver d'autres types de clients moins fortunés qui justifieraient donc des tarifs, par exemple, je pense à l'auto-coaching en ligne, les tarifs sont plus bas et ils le justifient aussi par le fait de pouvoir toucher des clients et clientes moins fortunés et d'aider aussi, pas que des cadres fortunés. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais prendre la suite. En effet, le terme relationnel, là, il est compliqué à utiliser puisque tel qu'il est utilisé dans la présentation, il donne un peu l'impression que ce serait nécessairement associé à un investissement très empathique de l'accompagnement, etc. Alors que, en effet, vous avez tout à fait raison de souligner que les trois catégories, et notamment, donc, si on peut... les trois catégories de conseillers estiment tous faire un travail relationnel spécifique et efficace. Alors, chacun à leur manière, mais en fait, dans ma thèse, j'avais fait toute une analyse en termes de travail émotionnel différencié, hein, avec des règles principales, des règles secondaires
des sentiments. Et alors, si je reprends très rapidement cette analyse, en fait, les humanistes investissent la relation avec ont un travail, mettent en œuvre un travail émotionnel que j'avais appelé empathique, hein, donc en considérant que ce mode d'action-là, c'était le plus efficace pour obtenir le plus d'informations très vite de la part des usagers, et notamment vis-à-vis de chômeurs qui sont en situation de handicap et qui cachent éventuellement beaucoup d'informations, puisqu'ils n'ont pas forcément envie d'évoquer tout de suite leur contre-indication médicale, la pathologie dont ils souffrent, etc. Et en fait, ces conseillers-là estiment qu'en creusant et en investissant un registre très émotionnel et empathique, ils vont obtenir des infos qui vont leur permettre d'aller plus vite, en fait, puisqu'ils sauront déjà les différents freins. Bon, là, c'est un terme que je reprends, un terme indigène aux institutions, mais ils sauront tout de suite quels sont les différents freins qui les concernent, et donc ils éviteront, en fait, dans 3 mois, de se confronter au fait qu'on leur avait pas, que les usagers leur avaient pas dit que ceci ou cela. Donc, eux estiment que ce travail-là est particulièrement efficace en ce sens. Les pragmatiques, eux, vont plus enclencher un registre, un travail émotionnel directif. C'est comme ça que je l'avais appelé, en tout cas. Avec à l'arrière-plan vraiment un registre d'activation, hein, qui va aussi avec leur trajectoire d'ascension et leur ethos promotionnel, et qui réinvestissent vis-à-vis des chômeurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que de toute façon, il faut aller droit au but, il faut activer les chômeurs et être le plus direct possible pour tout de suite viser l'emploi et parvenir à cette fin. En termes d'efficacité réelle, en termes de placement, est-ce que les uns placent plus que les autres, etc. Ça, je ne saurais pas dire, puisque je n'ai pas les données de ce type-là. En plus, certains sont spécialisés par secteur d'activité. Donc, il y a des secteurs d'activité où, le secteur de la construction, c'est quand même pas facile de replacer des travailleurs handicapés, contrairement au secteur de l'accueil. Enfin, bon, bref. Donc, je n'ai pas les données sur l'efficacité des différents registres d'action. Mais voilà, en tout cas, pour le sentiment d'efficacité qui guide leur pratique est celui-là. Je crois que ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Après, il y avait l'effet des trajectoires sur les pratiques en elles-mêmes, et notamment par rapport à ces histoires de paradigme, d'accompagnement. Est-ce qu'ils revendiquent beaucoup l'histoire du projet personnel, ou est-ce qu'ils sont plus branchés, entre guillemets, sur le marché du travail? Voilà. Mais bon, il y a cet article-là que je trouvais intéressant, que j'ai cité tout à l'heure, et peut-être ça vous permettrait une comparaison aussi par rapport à vos conseillers, conseillères. Donc, voilà, ouais, ça suivra. Alors, merci pour ces questions aussi qui sont effectivement très intéressantes. Alors, sur la différence de paradigme entre la réalisation de soi d'un côté et l'absence presque de cette dimension dans l'accompagnement cégétiste, et oui, c'est tout à fait juste. Et notamment, alors c'est une question de date, évidemment. La première génération est très peu sensible à cette question-là, la seconde un petit peu plus, mais c'est aussi effectivement une absence de prise en compte d'une partie de la dimension subjective de la reconversion. C'est-à-dire que, alors on le voit très bien dans la première génération, où ils le disent explicitement, on ne veut pas s'intéresser à la psychologie, aux mots psychologiques, etc., ou psychiques que vont avoir les futurs reconvertis. Et alors là, on touche à la dimension duale de la reconversion pour les militants syndicaux, c'est que c'est à la fois la perte de leur emploi, mais c'est aussi parfois des situations militantes ou de désengagement militant qui sont très coûteuses personnellement, parce qu'ils sont investis déjà depuis très longtemps dans le militantisme cégétiste. Et donc ces dimensions sont très importantes. Et finalement, les accompagnateurs confédéraux ne veulent pas tellement s'occuper des souffrances ou des maux des reconvertis, parce que c'est aussi s'exposer pour eux, parce que c'est exposer l'organisation aux critiques. Donc l'une des grandes peurs qu'ils ont, c'est notamment la reconversion professionnelle de permanent qui se transforme en scandale politique ou médiatique, et donc où la CGT est assignée à son rôle d'employeur défaillant, de patron comme les autres, etc., etc.
Et c'est aussi une critique de l'échec de la reconversion, c'est-à-dire on le voit notamment dans les reconvertis qui n'arrivent pas à se replacer sur le marché du travail et qui vont finalement écrire des courriers à la Confédération en disant « Après tant d'années de militantisme, après avoir tant donné et sacrifié une partie de ma carrière professionnelle pour la cause, etc., vous n'êtes même pas foutu, entre guillemets, de me retrouver un travail, quoi. Alors même que vous aviez promis de le faire, etc. » Donc ils évitent à tout prix de se retrouver dans cette situation-là. Et donc, il développe très tôt, et donc là, c'est une sorte de continuité entre les deux générations, l'idée qu'en fait, il faut être réaliste et pragmatique, et ce qui est important, c'est le marché du travail, et ce n'est pas forcément ce que souhaiterait le syndicaliste, et qu'il doit revoir bien souvent ses illusions à la baisse pour ne pas se retrouver en échec. Et donc, l'idée, c'est déjà que pour beaucoup, ils étaient ouvriers avant d'être permanents, et que de leur retrouver un emploi qui n'est pas un emploi ouvrier, c'est déjà très bien, et ils doivent s'estimer heureux d'y arriver là. Alors là, c'est la limite justement de cette volonté de faire progresser les cadres, c'est l'idée que quelque part, ils doivent garder un sens de la mesure dans leur progression, et comment dire, ne pas s'illusionner sur des perspectives qui ne peuvent pas être les leurs. Donc là, les accompagnateurs de la seconde génération le disent très bien, notamment pour les formations en droit, où beaucoup de permanents viennent les voir en disant qu'ils veulent devenir magistrats, avocats, etc. Et où ils leur expliquent que non, ce n'est pas possible parce que leur niveau scolaire est trop faible et que si déjà ils deviennent juristes d'entreprise, inspecteurs du travail, ça sera très bien. Et en fait, c'est quelque chose, ça fait écho à une question que pose Léa Lima sur le chat, c'est cette idée en fait de neutralité vis-à-vis de la reconversion. Et en fait, ils ne sont pas du tout neutres. Et alors, je ne l'ai pas évoqué dans la communication, mais en fait, l'une des dimensions de leur travail, c'est aussi d'encadrer l'attitude du permanent vis-à-vis de la reconversion. Donc, ils sont comment dire, très sensibles au fait que le permanent, au moment où il va quitter l'organisation, témoigne d'une forme de fidélité à la CGT et garantisse une fidélité à la CGT tout au long du parcours de reconversion. Donc, c'est-à-dire qu'il n'aille pas vers une autre centrale syndicale, qu'il ne mette pas ses problèmes dans la presse quand c'est un permanent connu, ce genre de choses. Et donc, finalement, il y a une forme d'encadrement de la reconversion. Ils sont à la fois les anges gardiens des reconvertis, mais ils sont aussi parfois, ils durcissent le ton pour leur expliquer qu'ils en demandent trop, que l'organisation n'a pas à aller les soutenir jusqu'à tel ou tel point, qu'ils ne sont pas, pour certains, conformés à la voie de reconversion que la CGT avait développée pour eux. Donc, il y a notamment le cas que j'ai en tête d'un permanent qui est reclassé dans une entreprise de tourisme social et on estime que c'est un reclassement qui a très bien fonctionné, qui a été rapide, etc. et qui va candidater à l'inspection du travail au titre de ses fonctions de syndicaliste, à la 3e voie de l'inspection du travail. Et alors là, il est rabroué complètement par le service confédéral qui dit écoute, on a d'autres candidats pour ce poste-là, c'est pas pour toi, on t'a trouvé quelque chose et tu ne t'en contentes pas, etc., etc. Donc, il y a aussi un double encadrement, à la fois qu'on retrouve dans d'autres métiers, là pour le coup, de l'État social. Double encadrement qui est à la fois de soutien, mais aussi une assistance sous condition des chômeurs. Par exemple, dans le cas des chômeurs, on le retrouve très bien. Alors, sur Yves Cohen, oui, évidemment, c'est un contrôle. Alors, le Parti communiste français et la CGT, à certains égards, jusque dans les années 70, réaliser un contrôle biographique très important sur leur cadre militant. Notamment, certains, comme Bernard Pudal, ont parlé de sociobiocratie pour parler de ces institutions. Alors, dans la période que j'étudie, c'est beaucoup moins vrai, puisque moi, ça commence à la fin des années 70, et donc les militants qui sont en activité ont connu cette phase-là, mais finalement, la déstalinisation de ces institutions fait qu'un contrôle biographique trop serré des cadres est mal perçu. C'est-à-dire que, par exemple, on se rend compte que dans les questionnaires que font passer le service de reconversion, notamment pour les cadres syndicaux, ils font tout un tas de notes explicatives pour expliquer pourquoi ils font ça, que ce n'est pas une intrusion, que ce n'est pas justement une volonté de contrôle de la biographie des cadres, mais que c'est plutôt pour créer des bases de données, pour créer des bourses à l'emploi, etc., etc. Donc, ça joue presque à l'inverse pour cette génération-là, c'est-à-dire que le contrôle biographique ne doit, ou en tout cas la connaissance biographique des cadres ne doit pas être trop serrée, et on ne leur demande pas de trop divulguer d'informations à l'organisation
pour ne pas retomber dans les stigmates de la période passée. Super, merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. Alors, je ne vois pas de main levée, mais il ne faut pas hésiter. En revanche, je vois qu'il y a une nouvelle remarque de Léa dans le chat. Est-ce que Anne, tu veux répondre ou est-ce qu'on laisse ça pour des échanges plus informels, comme il est 12h33, je ne sais pas, comme vous souhaitez. Non, mais il n'y a pas de problème, hein. C'était plus un commentaire et qui permettait aussi de relier des communications entre elles, et notamment celle d'Anne et puis d'Arnaud Vendeur hier, qui interrogeait, lui, du point de vue des reclassés, la légitimité des professionnels dans les cabinets de reclassement, qui était finalement dont l'expertise était quand même remise en cause. Et là, Anne, c'est plutôt du point de vue du chercheur et puis du point de vue de leur propre point de vue des professionnels qui admettent et même revendiquent l'absence d'expertise sur le fonctionnement du marché du travail et l'expertise économique en général. Donc là, je pense qu'il y aurait quand même un sujet. Il y a déjà eu un sujet sur laquelle il faut le relier d'ailleurs sur la question de l'expertise sur le travail. Sur les postes de travail, etc. Et là, on voit aussi que la question du fonctionnement du marché du travail elle-même est quand même problématique. En tout cas, que c'est un sujet. Mais c'était plus une remarque qu'une véritable question, on va dire. Je la prends, la remarque, et effectivement, la présentation d'Arnaud m'a fait, a fait écho à plein de choses pour moi hier, et notamment, en fait, moi je m'interroge sur maintenant qui sont celles et ceux qui font appel à des coachs plutôt qu'à il existe tout un tas de dispositifs publics. Pourquoi aller payer finalement un coach 2500 € pour se reconvertir? Et effectivement, je trouve que dans la présentation d'Arnaud, il y avait quand même pas mal de choses sur justement ces reconvertis qui ne font pas appel aux conseillers classiques qui leur sont proposés. Je m'arrête là. Ok. Oui, je pense que c'est une bonne piste. C'était une de mes questions aussi sur effectivement le profil des personnes qui recourent à ces coachs en reconversion professionnelle. Mais on aura le temps on aura la possibilité d'en rediscuter. Anne, tu sais bien. Je crois que Coralie lève la main. Coralie, si tu veux... Vous m'entendez? Ouais. Voilà. C'était dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Moi, je m'interroge notamment sur les personnes qui accompagnent les salariés qui choisissent de mobiliser leur compte personnel de formation de transition. Auparavant, ils étaient accompagnés par les services de conseil des FONGECIF. Donc maintenant, qui a ce rôle? Pour moi, ça reste encore très flou. Est-ce que ce sont des coachs? Est-ce que ce sont finalement les cabinets privés qui ont répondu aux appels d'offres régionaux pour justement assurer l'accompagnement professionnel des salariés? Et je trouve que ça reste encore assez flou, ce marché de l'accompagnement pour les salariés. Voilà, donc vous y avez contribué d'une certaine manière, mais par rapport à ces nouveaux dispositifs et cette recomposition du paysage institutionnel autour de cette question, je trouve qu'on a encore à travailler pour comprendre ce qui se passe. Mais peut-être vous avez des éléments déjà d'éclaircissement là-dessus. Ok, merci Coralie. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à la remarque qui est effectivement une remarque importante parce qu'on sait en effet que les fonds de formation professionnelle continue nourrissent ce marché de l'accompagnement, effectivement. Et moi, j'avais vu même dans le coaching en entreprise
beaucoup d'utilisation de ces fonds hein, pour financer le coaching, y compris du coaching prescrit par des directions des ressources humaines en interne. Donc, je pense que ça pose vraiment question. Et puis, effectivement, la frontière entre bilan de compétences et coaching, parce que, en effet, les bilans de compétences vont être financés comme ça. Mais ils n'arrivent pas du tout, les coachs en reconversion, là, à faire financer le coaching vraiment par ça, parce qu'en entreprise, donc, ils y arrivent très bien. Et voilà. Parce qu'en plus, le bilan de compétences, mais c'est Aurélie qui nous dira, mais il me semblait qu'il y avait des restrictions en termes de qualification pour effectuer le bilan de compétences. C'est-à-dire qu'il me semblait que ne pouvaient effectuer des bilans de compétences que des psychologues patentés. Et du coup, beaucoup des coachs que tu as étudiés, là, enfin déjà que moi j'ai étudié, mais que toi aussi tu vois, n'ont pas du tout cette qualification. Donc comment ils font pour dire qu'ils font du bilan de compétences là-dessus? Enfin, voilà, bon, c'est une autre question, mais il va falloir qu'on s'arrête. Hein, mais... Peut-être juste rapidement pour répondre à ce que tu dis, Scarlett. Moi, il me semble, en fait, il n'y a pas de restriction du tout. En fait, les limites, c'est pour l'usage de certains tests. Mais à partir du moment où ils n'utilisent pas ces outils, du coup, c'est bon. Ils peuvent faire du bilan. C'est les tests, tu as raison. Ouais. Ok. Merci pour cette précision. La difficulté, c'est quand même de se faire aujourd'hui certifier par Calliope, qui implique quand même des démarches administratives assez lourdes. Pour les gros cabinets, ça ne pose pas de problème, mais pour les petits coachs tout seuls, si. Il y a une dernière question, je veux frustrer personne. Il me semblait que Damien, vous aviez levé la main. Oui, non, mais comme il y avait le temps, non, mais c'était pour abonder dans ce qu'avait dit Coralie, pour dire, je vais me montrer un peu parce que je ne vous vois pas, voilà, c'est là, par rapport à ce qu'avait dit Coralie sur effectivement la création de tout le marché qui est lié à la mobilisation du CPF de transition, mais même plus globalement du CPF, parce que la loi, elle a prévu un lien assez direct entre CPF et conseil en évolution professionnelle, mais effectivement, notamment grâce à Internet, et on peut tout à fait penser que beaucoup de personnes vont se positionner sur ce marché du conseil, j'allais dire même du conseil de proximité, parce que voilà, et donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va être, quand on voit pour l'instant l'ampleur du développement du CPF, on peut penser que au-delà des gens qui vont avoir des formes qui vont choisir directement avec l'appli Mon compte formation une formation, on peut penser aussi derrière que des gens peuvent éventuellement payer, enfin, il y a peut-être un espace entre guillemets marchand pour que des gens conseillent des personnes, des individus sur le meilleur choix de leur formation. Donc ça me paraît être très intéressant à regarder. Et puis effectivement, après, voir tous les liens qui existent entre toutes ces différentes, finalement, comment on peut dire, créneaux, comment il va se créer peut-être différents créneaux dans ce marché de l'accompagnement. Ça me semble être, quand on voit toute la diversité des profils tels qu'ils ont été mis, tels qu'ils ont été présentés au cours de ce colloque, je crois qu'il y a effectivement quelque chose de très intéressant à faire pour regarder ce marché du travail, de l'accompagnement se structurer progressivement. Ok, super. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. Ludivine, c'est bon pour toi aussi? Ok. Oui, merci. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, le colloque reprend donc à 14h, si je ne m'abuse, par une table ronde. Donc, bon déjeuner à toutes et à tous, malheureusement à distance, mais voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, merci beaucoup. Merci à tous.